C'était en 2005, si je ne me trompe pas. Je suis venu pour la première fois de ma vie en Algérie. Alors, je précise tout de suite que je n'ai aucun lien familial avec l'Algérie. Bon, peut-être que des gens s'attendaient à voir un vieux monsieur, plus ou moins pied noir, etc. Donc bon, c'est vrai, je suis un peu un vieux monsieur, mais je ne suis pas du tout pied noir, je ne suis pas du tout enfant de pied noir. J'ai la chance que mon père ne fait pas partie des appelés français à la guerre d'Algérie. Vous savez peut-être qu'il y a eu 1 300 000 jeunes Français qui ont été envoyés faire la guerre en Algérie, qui en sont revenus en grande majorité traumatisés, et ce sont des traumatismes qui, comme la plupart des traumatismes, se transmettent à travers les générations. Je suis arrivé dans un vol Marignane-Béjaïa, et en fait la première fois que j'ai mis les pieds en Algérie, donc c'est Béjaïa, c'est pas Alger, et je suis arrivé avec un groupe de 130 pieds noirs, tous natifs de Béjaïa, et qui tous, et en fait vous connaissez très bien ces groupes de touristes un peu particuliers, de touristes pieds noirs qui, depuis une dizaine d'années, on va dire, débarquent dans leur ville d'origine en Algérie. Ça peut être donc Béjaïa, ça peut être Alger, ça peut être Oran, etc. Il y a donc en France depuis une dizaine d'années un véritable tourisme nostalgique pied noir, on va dire. Et donc pour le journaliste que j'étais, c'était un sujet bon, intéressant, plein de saveurs. En plus, les pieds noirs, quand on est journaliste, c'est très facile. On appuie sur un bouton et ils vous racontent toute leur histoire. Et puis il y a de l'émotion, il y a des larmes, enfin bon. Et donc, voilà, j'étais venu pour faire un reportage sur ces voyages nostalgiques de pieds noirs. Et donc, j'étais avec un groupe qui, donc natif de Béjaïa, qui n'avait jamais remis les pieds en Algérie depuis 62. D'accord? Donc, vous imaginez l'émotion. Déjà, à Marignane, c'était déchiré entre la peur de remettre les pieds en Algérie et de se faire assassiner par le premier Algérien qu'ils allaient rencontrer, et un désir fou et brûlant de revoir ce pays qu'ils ont toujours aimé et qui continuent à aimer. Et d'ailleurs, il fallait voir la scène à laquelle j'ai assisté. Leur premier contact avec un Algérien, c'est le douanier en uniforme de l'aéroport de Béjaïa. Et là, j'étais donc à côté d'un pied noir, il voit un Algérien en uniforme. Pour lui, c'est la guerre, l'Algérien a une arme, il va sortir son arme, il va me tuer, enfin bon, il était là à trembler comme une feuille morte. Il lui tend son passeport français en tremblant. Le douanier algérien qui... Normal, qui fait plutôt de sa tête comme tous les douaniers du monde. Il regarde le passeport et il voit lieu de naissance, Bougie, entre parenthèses, Algérie. Et là, il fallait voir la tête du douanier, soudain qui s'éclaire d'un magnifique sourire et qui dit au vieux pied noir tremblant, « Bienvenue chez vous ». Alors là, ils s'embrassent, ils pleurent, enfin bon, vraiment, on aurait dit un film indien de Bombay, vous voyez. Et là, on passe une semaine, donc tous ensemble, un groupe de 130 pieds noirs, ça passe pas inaperçu, hein. Et là, mais j'ai assisté vraiment, enfin, mais vous-même, d'ailleurs, vous avez assisté certainement à ces scènes, parce que c'est depuis 10 ans, il y a ça, où, mais dans la rue, il y a le vieux Maurice qui tombe sur le vieil Akli, il se regarde, hésitation, Akli, Momo, et ça s'embrasse et tout, enfin bon.
j'ai ouvert des yeux grands comme ça, parce que, en France, contrairement à l'Algérie, je vais y revenir à l'Algérie, en France, depuis 50 ans, maintenant 52 ans, on est persuadé, que tous les pieds noirs ont quitté l'Algérie en 62. Tous, jusqu'au dernier. Et on sait qu'il y avait, j'y reviendrai, qu'il y avait 1 million de pieds noirs en Algérie. Et depuis 50 ans, dans tous les journaux français, les reportages, machin, c'est été 62, 1 million de pieds noirs traversent la Méditerranée. C'est vraiment le discours en vigueur en France depuis un demi-siècle. Et moi qui n'avais pas étudié la chose, qui donc n'avait, je le répète pour la 8e fois, aucun lien avec l'Algérie, moi j'étais sûr, j'aurais mis ma main à couper que tous les pieds noirs avaient quitté l'Algérie en 62, que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Et comme le dit la phrase très célèbre en France, c'était la valise ou le cercueil. Phrase très célèbre, répétée donc depuis un demi-siècle par toutes les associations pieds noirs, etc. Phrase qui veut dire dans sa version soft, on était obligé de prendre notre valise, sinon on risquait de mourir. Et dans sa version un peu hard, c'est on a été obligé de partir, sinon les méchants arabes, parce que vous savez qu'à l'époque coloniale, tout le monde était, enfin c'était l'arabe, comme dans Camus, alors que je sais que dans cette salle, il n'y a peut-être pas beaucoup d'arabes. Enfin, je ne vais pas entrer sur ce sujet, mais et donc que dans la version hard de c'était la valise ou le cercueil, ça veut dire en France. L'idée, c'est que si on n'était pas partis, tous ces méchants arabes, le 5 juillet 62, n'avaient qu'une seule idée en tête, c'était de nous zigouiller jusqu'au dernier. Et pour preuve, Oran. Alors, on reviendra éventuellement sur ce qui s'est passé à Oran le 5 juillet 62. Et donc, je me suis dit, avant de me lancer dans une enquête sur d'éventuels pieds noirs qui sont restés en Algérie, qui n'ont pas fait comme tout le monde en 62, il faut que je me renseigne si le garagiste, M. Sachs de Béjaïa, c'est le seul, sur 1 million, il n'y en avait qu'un seul, c'est celui dont on a parlé, ou bien s'il y en avait plus. Et s'il y en a plus, là, ça signifie un véritable phénomène, ça signifie une véritable page d'histoire. Et donc, je me renseigne. Et là, en effet, je découvre ce que, encore une fois, on sait très bien en Algérie, qu'il y en a eu beaucoup. Et j'arrive à retrouver même le chiffre très précis du nombre de Français d'Algérie, du nombre de pieds noirs. Et juste après, je vais vous expliquer ce que j'appelle pieds noirs, parce qu'il faut s'entendre sur les mots. Je retrouve le nombre de Français d'Algérie encore présents en Algérie en janvier 1963. C'est-à-dire non seulement 6 mois après l'indépendance, mais en plus à un moment où tous les témoins, et j'en ai rencontré beaucoup, expliquent que en janvier 63, la violence générale, la violence issue de la guerre, avait complètement disparu, et que en janvier 63, on pouvait avoir une tête de Français, on pouvait avoir une tête de Kaoli, de Romi. Non seulement on ne risquait rien, mais on circulait dans les rues en Algérie, sur les routes en Algérie, avec un sentiment de sécurité total. Donc, l'histoire du cercueil, c'est complètement faux. Okay ? Et donc ce chiffre, c'est 200 000. 200 000 sur 1 million. 200 000 sur 1 million, c'est 20%. Alors, à la fois, ce chiffre ne détruit pas cette idée, véhiculée aussi beaucoup par les images, par les photos, d'un exode massif de pieds noirs.
C'est-à-dire qu'en effet, beaucoup de pieds noirs sont partis. En effet, des immeubles se sont, en quelques semaines, en quelques mois, se sont vidés. En effet, sur les ports de Béjaïa, les ports d'Alger, les ports d'Oran, il y a eu ces images qui ne sont pas des images fausses, ces images qui circulent partout, de milliers de personnes avec leurs valises, etc., à attendre le départ. Donc, ce chiffre ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'exode massif. Il y a eu un exode massif. Mais, on va dire, avec des guillemets, il n'y a eu que 800 000 qui sont partis. Et par contre, il y a eu 200 000 qui sont restés. Et 200 000, c'est pas rien. 200 000, c'est pas juste le garagiste, M. Sachs de Béjaïa. 200 000, c'est un véritable chiffre. Et donc, ça mérite une enquête, ça mérite un travail. Et en plus que dire que 200 000 pieds noirs, 200 000 Français d'Algérie sont restés en Algérie en 62 et n'ont absolument pas risqué leur vie, pour le coup, là, ça détruit toute une thèse, la thèse de ces méchants arabes assoiffés de sang qui n'avaient qu'une seule idée, le 5 juillet 63, c'est de zigouiller tous les pieds noirs jusqu'au dernier. Et d'ailleurs, la sortie de mon livre m'a valu, et me vaut encore, de très fortes inimitiés, des messages d'agression de la part d'une certaine catégorie de pieds noirs en France. Je dis bien une certaine catégorie, parce que il ne faut pas mettre tous les pieds noirs dans le même sac. Donc il y a une certaine catégorie de pieds noirs que j'appelle les nostalgiques durs de l'Algérie française, ou bien les héritiers des ultras de l'Algérie française. Donc cette catégorie-là, qui existe en France, qui ne représente qu'une minorité des pieds noirs en France, sauf que c'est la minorité bruyante et agissante. C'est-à-dire que c'est eux qui ont plein d'associations, alors que le pied noir qui a admis que chaque peuple a droit à sa liberté et que c'était tout à fait dans le sens de l'histoire que les Algériens obtiennent leur indépendance, et bien ce pied noir-là, qui représente la majorité des pieds noirs aujourd'hui en France, et bien lui, il n'est pas trop dans les associations pieds noirs, il n'est pas sur Internet à balancer des messages agressifs, etc. On n'entend pas parler de lui. On n'entend pas parler de lui. Par contre, moi, je peux vous dire que je l'ai rencontré, ce pied noir, c'est-à-dire j'en ai rencontré des centaines, depuis que j'ai écrit mon livre et que je donne des conférences en France. Et bien ces pieds noirs-là, ils viennent dans mes conférences et ils me remercient. Ils me remercient de rectifier leur vision à eux de l'Algérie, qui n'est pas la vision de ces nostalgiques des ultras de l'Algérie française qui crient plus fort que tout le monde. Avant de poursuivre, je vais faire un petit point lexical sur le mot pied noir. Parce que chaque mot a le droit d'avoir plusieurs sens, et en plus, chacun a le droit d'utiliser un mot avec un certain sens, et d'autres l'utilisent avec un autre sens. Et donc, moi, avant de continuer, je vais vous préciser le sens que moi je donne au mot pied noir, et c'est le sens qui est dans mon livre. Alors, d'autres ont le droit de mettre d'autres sens, chacun fait comme il veut. Bon. Pour moi, quand j'utilise le mot pied noir, je parle des 1 million. Des 1 million Français d'Algérie en 62, ou on va dire au dernier recensement de décembre 61, il y avait 1,090 000, je ne sais pas quoi, le chiffre précis est dans mon livre. C'était des personnes qui avaient la nationalité
et la citoyenneté française. Parce que là, il y a encore des flottements, là, hein, parce que l'entreprise coloniale a créé une nationalité pervertie. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les peuples colonisés, algériens, vietnamiens, etc., on leur a dit « vous êtes français ». Mais ce n'était que la nationalité française, ce n'était pas la citoyenneté française. Vous connaissez le système du double collège, etc. Donc, quand j'ai découvert ce chiffre de 200 000, ah oui, je ne vous ai pas expliqué comment je l'ai découvert. J'ai recherché un peu en France et je suis tombé sur la thèse de doctorat, une thèse de doctorat d'État qui a été soutenue en 1965 et dont le titre de mémoire, alors les thèses de doctorat, c'est toujours des titres très longs, un peu abstraits, c'est les conséquences juridiques du passage à l'indépendance de l'Algérie pour les populations françaises présentes sur le sol d'Algérie. Puisque, en effet, c'est un sujet tout à fait, pour des amoureux du droit, c'est un sujet tout à fait intéressant. Du jour au lendemain, un pays sort de la structure coloniale. En plus, en France, la structure coloniale était très très aboutie, on va dire, puisque l'Algérie était même devenue des départements français. Et du jour au lendemain, ça s'arrête et on passe à une structure juridique complètement différente, un pays libre et autonome. Et donc il y a des conséquences juridiques pour les populations présentes sur ce sol qui sont évidemment énormes. Bon. Et il y a, en 1965, il y a un jeune juriste qui s'est intéressé à ce sujet. Ce jeune juriste est devenu un type très connu. Très très connu. Alors je vous cache encore le nom, je crée le suspense. Ce jeune juriste fait partie, non pas des pieds noirs, mais des pieds rouges. Est-ce que des gens ont entendu parler de cette expression? Ce qu'on appelle les pieds rouges, déjà, ce ne sont pas des pieds noirs. D'accord? C'est-à-dire, ce ne sont pas des natifs d'Algérie. D'accord? Et ce sont des Français de France qui, on va dire, n'avaient rien à voir avec l'Algérie, un peu comme moi, on va dire, et qui, pendant ce qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle en Algérie la guerre de libération, voire la révolution, avec évidemment un grand R. Pendant la guerre de libération, ces Français-là de France, pour des raisons politiques, en effet, alors certes, un certain nombre étaient membres du Parti communiste français, mais pas du tout seulement. Il y avait tout un éventail de positions politiques nuancées chez ces gens-là. Alors, Sartre et Simone de Beauvoir, alors justement, eux, ils étaient plutôt dans la ligne du Parti communiste. Mais celui qui est devenu le directeur de la télévision française, Hervé Bourges, lui, il n'était pas du tout membre du Parti communiste. Lui, c'est l'idéologie chrétienne humaniste. Et Hervé Bourges, à cette époque de la guerre de libération, était le rédacteur en chef d'un hebdomadaire catholique qui s'appelait Témoignage chrétien et qui a joué un rôle non négligeable dans le soutien médiatique à la guerre de libération. Donc, ces Français de France qui, pendant les 7 années et demie de guerre, se sont positionnés idéologiquement en faveur du FLN, en faveur du peuple algérien. Un certain nombre d'entre eux ont même aidé, ce sont les porteurs de valises, etc. Et en 1962, un certain nombre de ces gens-là, qui n'avaient jamais mis les pieds en Algérie, se sont dit, eh ben, je vais continuer en quelque sorte mon engagement, et là je vais traverser la Méditerranée, je vais aller en Algérie pour la première fois de ma vie,
offrir mes services au nouvel État algérien qui part de zéro, si c'est pas de... Enfin, après 130 années de colonisation et 7 années de guerre, il partait même de moins 10, et je vais aider à construire un nouvel État algérien. C'est dans la ligne de mon idéologie. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce mouvement des pieds rouges. Il n'empêche qu'un de ces pieds rouges, donc, est venu en Algérie en 62. Et il a travaillé pour le ministère de l'Intérieur, il a été à la fondation de l'ENA algérien, et d'ailleurs le El Watan week-end d'aujourd'hui, je ne sais pas si certains l'ont vu, fait une rétrospective sur l'ENA. Je ne l'ai pas encore parcouru, j'espère qu'il cite ce monsieur, qui donc est devenu très connu dans le monde de la recherche. D'accord ? Il s'appelle Bruno Etienne. Ce nom évoque peut-être des choses. Alors, feu Bruno Etienne, qui donc est décédé il y a 4-5 ans, et que j'ai pu longuement rencontrer avant de démarrer mon livre. Et donc lui, il était présent en Algérie en 62, il a soutenu sa thèse en 65, il était présent en Algérie, et lui, il a même quitté l'Algérie en 73, lorsque son ministre, en quelque sorte, les gens qui connaissent un peu toutes ces histoires s'en souviendront, a été assassiné. Parce que c'était oui, voilà. Hein, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais les leaders de la révolution algérienne, après 62, ils n'étaient pas tous copains-copains. T'entends, ils s'assassinaient entre eux, et donc... là, je ne veux pas faire de politique. Comme on dit en Algérie, je ne veux pas faire de politique. Et donc quand Madegri s'est fait assassiner, Bruno Etienne, qui était un proche collaborateur, a senti que c'était un peu chaud pour lui, et il est parti en France. Et donc, Bruno Etienne, dans sa thèse, lui, il était là, sur place, il avait accès, d'ailleurs, à tous les documents de l'administration algérienne, et notamment du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, les chercheurs algériens aimeraient bien avoir accès aux archives du ministère de l'Intérieur. Et donc, voilà, lui, il donne les chiffres des pieds noirs restés en Algérie, mois par mois, etc. Et donc, il y a notamment ce chiffre, janvier 63, 200 000 sont encore présents. Bon. Alors, il y a deux questions importantes qui se posent. C'est d'abord, ces 200 000, quelles étaient leurs motivations de rester par rapport aux autres? Pourquoi eux, ils sont restés et pourquoi les autres, ils sont partis? Et ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus dans cette Algérie algérienne? Donc, les motivations. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai découverte en faisant ce travail. C'est que, si vous voulez, depuis 50 ans, depuis 52 ans, on a une vision en France de ce qu'on appelle donc la guerre d'Algérie comme 7 années et demie de violence continue et homogène sur tout le territoire algérien. Comme si pendant 7 années et demie, sur l'ensemble du territoire algérien, tout le monde s'entre-assassinait. Tout le monde se tirait dessus, tout le monde essayait de se tuer, etc. Bon, vous avez compris que je vais vous expliquer que cette vision est complètement fausse. Hein. Et c'est à cause de cette vision, qui déjà est fausse, que les gens en France ont gobé l'idée que le 5 juillet, c'était la valise ou le cercueil. Parce qu'en effet, s'il y avait eu 7 années et demie où tout le monde cherchait à assassiner l'autre,
et c'est quand même difficile du jour au lendemain de dire bon allez on oublie, c'est bon, on est copains. Bon. Donc déjà, la guerre d'Algérie, la guerre de libération, ça n'a pas du tout été ça. Les gens qui l'ont connu, et bon, il n'y en a aucun ici, puisque la moyenne d'âge aujourd'hui est de 20 ans, 25 ans. Très bien. Et donc, il y a eu plein de lieux en Algérie où le degré de violence est resté très léger, et surtout, il y a plein de lieux en Algérie où cohabitaient Français et Algériens, où les relations humaines ont perduré malgré la guerre. Et donc ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est que il y a eu en effet une poussée de violence extrême, on va dire à partir de fin 61, et surtout avec la signature des accords d'Évian, qui ont été signés le 18 mars avec le cessez-le-feu le lendemain, et la plupart des gens honnêtes en France, la plupart des pieds noirs honnêtes en France, savent pertinemment que cette poussée de violence extrême est due aux ultras de l'OAS. C'est pas dû au peuple algérien qui, en mars 62, aurait voulu assassiner tous les Français jusqu'au dernier. Et donc, en vérité, il y a beaucoup de pieds noirs qui, certes, ont vécu des moments pas rigolos en mars, avril, mai 62. Parce que là, c'est vrai que, à cause de la violence de l'OAS, on s'est retrouvé avec de nombreuses villes en Algérie où c'était dangereux. Bon, ceci dit, ce dont il faut absolument avoir conscience, et ça c'est encore une chose qui n'est, pour ainsi dire, jamais vraiment dite en France, c'est que en France, on parle essentiellement des souffrances qu'ont subi les pieds noirs, les souffrances pendant la guerre. Or, il y a un grand nombre de pieds noirs honnêtes qui ont parfaitement conscience que le peuple algérien a subi des souffrances et des violences bien supérieures aux pieds noirs, bien supérieures, on va dire, à eux-mêmes. Et alors ça, ce sont des chiffres que je cite dans mon livre et que je cite à chaque conférence que je donne en France sur mon livre. Et le simple fait de citer les chiffres que je vais citer fait que, alors je parle en France, hein, lorsque je donne une conférence, il y a toujours 2-3 héritiers des ultras de l'Algérie française qui se mettent comme ça dans la salle pour me gueuler dessus. Et donc, quand je cite ces chiffres, alors là, ça les fait hurler. Là, ça je sais que ça va hurler. Bon, avec vous, je suis tranquille. Quoique, on va voir. Donc, c'est les chiffres des victimes. Les chiffres des victimes des deux côtés. Ok ? Il y a un déséquilibre terrible dans les chiffres, qui s'est doublé d'un déséquilibre terrible dans la conscience depuis 50 ans de ces chiffres. Les chiffres. On va distinguer les pertes militaires et les pertes civiles. Les pertes militaires, alors, je donne des ordres de grandeur. Les pertes militaires françaises, c'est 27 000. Okay, 27 000 soldats français
qui sont morts pendant la guerre d'Algérie. Et sur les 27 000, il y en a un tiers, ils ont été tués par leur propre camp. Et ça c'est un truc terrible, et c'est dû essentiellement au fait que, au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, l'état-major français en Algérie réclamait de plus en plus de jeunes de chair fraîche. Et donc, le nombre des appelés a non seulement augmenté de façon phénoménale, puisqu'il y en a eu jusqu'à 1 300 000, mais surtout, le temps de période d'exercice militaire en France avant d'aller faire la guerre en vrai a été de plus en plus réduit. Résultat, on envoyait des jeunes en France, en Algérie, faire la guerre en vrai, alors qu'ils n'étaient pas du tout formés, et donc ils faisaient des erreurs, etc. Bon, donc, 27 000 moins 9 000, donc ça fait, entre guillemets, que 18 000 soldats français morts pendant la guerre d'Algérie, enfin tués, on va dire, par des balles algériennes. On a fait bagarre. On nous appelait les faits de la guerre. Et donc, côté algérien, côté ALN, je crois que les chiffres, et ceux-là, on peut espérer qu'ils soient à peu près justes. Ensuite, il y a les autres. C'est, je crois, 120 000, 130 000, peut-être des gens. Et donc, c'est le chiffre qui a été fourni par le ministère des Moudjahidines en 1974. Donc, ok, donc on va dire 130 000. Donc déjà, l'immense déséquilibre. 130 000 d'un côté et 18 000 de l'autre. Un déséquilibre qui s'explique évidemment par le déséquilibre structurel de cette guerre, où c'était la guerre de paysans d'un côté avec des fusils pourris, et de l'autre, une des plus grosses armées mondiales avec l'aviation, les bombardements, les super... enfin, je ne connais pas en armement, mais bon, c'était de l'armement lourd, hein, donc c'était complètement désavantagé. Donc, ça, ce sont les pertes militaires. Ensuite, il y a les pertes civiles, qui, finalement, pour les pieds noirs, puisque c'est quand même notre sujet, les pertes civiles sont les plus terribles. Et depuis 50 ans, les pieds noirs en France, on va dire, elles pleurent leurs pertes civiles en Algérie. Bon. Les pertes civiles. Alors, je commence à nouveau par la France, et ensuite on viendra à l'Algérie, parce que c'est là où ça risque de chauffer. Les pertes civiles en France, sur les 1 million de pieds noirs, donc 1 million de pieds noirs, avec tous les bombes placées dans les bars, le milk bar, le casino de la Corniche, tout ça, qui ont fait non seulement les gros titres, mais ensuite ça fait 50 ans qu'il y a des articles de journaux, il y a des livres, récemment, il y a une des enfants qui était au milk bar, qui a écrit, machin, elle a perdu sa jambe. Bon, c'est affreux de perdre sa jambe, hein. Etc. Avec tout ça, entre 3 et 5 000. Allez, 5 000. Ok, on va pas faire de chichi. 5 000. Ok, bon. Entendons bien, c'est évidemment 5 000 de trop. Hein. Je crois qu'on est tous des humanistes. On peut comprendre la guerre, on peut comprendre la résistance, on peut comprendre une guerre de libération. On ne peut pas comprendre d'aller tuer des femmes et des enfants. Ok, bon. 5 000 civils pieds noirs. Côté algérien, bon, vous connaissez tous ce chiffre qui a commencé juste en 62, il a commencé avec 1 million. Ensuite, avec l'inflation, le cours du dinar, de l'euro, tout ça, il est monté à 1,5 million. Bon, je ne sais pas s'il y a des représentants du ministère. Ça ne vous dérange pas d'être un peu moins
raison quand vous parlez des Oui. Juifs, parce que c'est très dur pour nous. Bon, vous avez raison. Je vais ouvrir une petite Non, parenthèse. mais vous avez raison. Les Juifs n'ont jamais permis qu'on revienne sur le nombre de morts. Et on comprend pourquoi ils n'ont jamais voulu ouvrir ça, permettre. Ça s'appelle du révisionnisme. Donc, si vous pouviez être un peu moins, voilà. Les autres, Oui, non mais alors, sur des chiffres, voilà. chère madame, Oui. vous avez raison. Vous avez raison. Très sincèrement. Même tout à l'heure, votre comparaison avec le Barça, ça m'a fait très mal. On ne peut pas parler d'une disproportion au niveau de l'armement. Non, ça vous... Écoutez, ce sont des interventions, on ne vous demande pas ce que vous en pensez. Non, mais voilà. bon, j'ai trouvé ça, bien. excusez-moi, mais j'ai trouvé ça léger. Non, mais bon, vous avez raison. Donc, il y a un immense problème pour dresser la liste des victimes civiles du peuple algérien. Le problème tire son origine de l'oppression coloniale et de la forme qu'a eu cette guerre, puisque c'était une guerre pendant les 7 années et demie. L'administration française dirigeait l'Algérie, et donc dès qu'il y avait le moindre Français qui mourait, tout de suite, il y avait une fiche, il y avait des documents, il y avait des actes de décès, il y avait toute l'administration qui se mettait en branle. Par contre, quand un avion de l'armée française bombardait un village de Kabylie, par exemple, et tuait 300 personnes, là, il n'y avait pas le fonctionnaire de l'état civil de Tizi Ouzou qui venait dresser la liste, faire des fiches, etc. Bon. Et donc, je renvoie, donc il y a eu de nombreuses études sérieuses pour essayer d'estimer le nombre de civils algériens décédés pendant la guerre de libération. On va dire que c'est autour de 400 000. Ok ? Donc, on va dire, les historiens sérieux considèrent que le chiffre de 1 million, puis de 1,5 million, est un chiffre qui a été construit de façon politique par les nouveaux dirigeants de l'Algérie dans une stratégie plus générale de légitimation de leur propre pouvoir. Bon. Ceci dit, j'ai fait, lors de mes nombreuses enquêtes en Algérie, je suis allé dans les universités, plusieurs universités algériennes, dans des départements d'histoire, et je dois dire que j'ai été surpris, mais peut-être que des gens vont intervenir justement dans ce sens-là, et je suis évidemment ouvert au débat. J'ai rencontré de très nombreux étudiants en histoire, mais d'ailleurs pas que en histoire. Je leur posais la question, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre de 1,5 million de morts civiles, on va dire, pendant la guerre de libération? Et ils m'ont dit, ce chiffre est faux. Bon, moi je pense en effet que ce chiffre est faux, que c'est plus de l'ordre de 400 000. Ils m'ont dit, ce chiffre est faux, il a été sous-estimé. Il a été sous-estimé, il y en a eu beaucoup plus. Il y en a eu beaucoup plus, et en fait, et ensuite c'est toujours le même discours, on nous cache tout, on nous dit rien, de toute façon, l'histoire, ce qui est en partie vrai, a été accaparée par les dirigeants depuis 50 ans qui en font tout et n'importe quoi, mais en vérité, il y en a eu beaucoup plus, et en fait, le raisonnement étant que en fait, ça permet au gouvernement algérien de payer moins de pensions d'enfants de Chouhada, etc., etc. Bon. Je reviens à cette année 62 et aux motivations de ceux qui sont restés. En vérité, et c'est ce que j'explique dans mon livre, il y avait toute une partie des pieds noirs qui avaient parfaitement conscience que certes,
eux avaient souffert, les pieds noirs, les Français avaient souffert, mais que c'était rien en comparaison aux souffrances du peuple algérien. Et là, ils ont constaté cette chose absolument extraordinaire et qui est vraiment à mettre au crédit du peuple algérien, c'est que, et là, tous les témoignages que j'ai recueillis, c'est que dans ces premières semaines d'après l'indépendance, ces premiers mois, on va dire la fin de l'été 62, l'automne 62, le peuple algérien a été capable de véritablement tourner la page. Alors je ne vais pas dire d'oublier ces souffrances, parce qu'on ne les oublie pas, et dans presque chaque famille algérienne en 62, il y avait au moins un mort, mais de dire, ok, maintenant c'est le passé, on a notre indépendance, on a un pays à construire, on tourne la page des haines et du ressentiment envers les Français. Et tous les pieds noirs qui sont restés, et ceux qui en ont connu le savent très bien, tous les pieds noirs qui sont restés, non seulement, comme je le disais précédemment, ils ont ressenti très rapidement un sentiment de parfaite sécurité en Algérie, mais même plus, ils ont vu que très souvent, les Algériens leur souriaient, leur disaient « merci d'être restés, merci de nous accompagner pour créer ce nouvel État ». Et d'ailleurs, et là c'est tous les récits de pieds noirs qui sont restés que j'ai mis dans mon livre, ça, pour tous les pieds noirs qui sont restés, ça a été des années formidables. Ça a été des années véritablement formidables. Et la seule chose, et il faut en avoir conscience, c'est les conditions matérielles ont été ressenties par certains d'entre eux comme difficiles. Pour aller vite, rester en Algérie après 62, ça voulait dire du jour au lendemain vivre la vie des Algériens à égalité. Et notamment la vie matérielle des Algériens à égalité, dans un pays ravagé par 130 années d'oppression coloniale, ravagé par cette année et demie de guerre. Or, avant 62, quand on était français en Algérie, on vivait matériellement comme en France. Et on vivait d'ailleurs à des niveaux sociaux vertigineux par rapport aux masses paysannes algériennes qui vivaient, à l'inverse donc, dans une misère très très profonde. Or, rester en Algérie pour ces pieds noirs, eh ben, c'était d'un coup dégringoler matériellement. Alors, je suis simplement descriptif, c'est la réalité des choses. Et donc, c'est vrai que soudain, du jour au lendemain, alors que dès que leur petit avait un petit bouton rouge là sur la joue, et ben, ils se précipitaient chez un médecin, tout ça fonctionnait très bien, on enlevait le petit bouton rouge sur la joue du petit, et ben là, d'un coup, ben, il n'y avait plus suffisamment de médecins pour s'occuper des petits boutons rouges du petit. Les médecins qui étaient là avaient des tâches beaucoup plus importantes à accomplir, etc., etc. Et donc, il est vrai que sur ces 200 000 qui étaient présents en janvier 63, et je vais bientôt conclure, au cours des 50 années qui ont suivi, il y a eu un fil ininterrompu de départ. Certains sont partis une année plus tard, d'autres 5 ans plus tard, d'autres 10 ans plus tard, non pas parce qu'ils risquaient leur peau, mais parce que, on va dire, les conditions matérielles étaient devenues, on va dire,
pesante, et surtout que eux, et là c'est tout à fait d'actualité, eux bénéficiaient des papiers français. Et donc, finalement, ils se sont peu à peu inscrits dans le mouvement migratoire qui lui-même ne s'est jamais interrompu, un mouvement migratoire des Algériens vers la France et qui touche essentiellement les classes moyennes et supérieures dont on fait partie originellement, on va dire, les pieds noirs qui sont restés et qui se marquent notamment par l'envoi des enfants. On les envoie, quand on en a la possibilité, faire des études en France. Et si aujourd'hui, on va dire, le peuple pied noir a quasiment disparu d'Algérie, c'est beaucoup parce qu'il y a eu ce phénomène qui est absolument commun à la petite bourgeoisie, à la bourgeoisie algérienne, que les enfants, après le bac, quand il y a la possibilité, on les envoie continuer leurs études en France en disant, quand ils ont fini leurs études, ils vont revenir. Bon, sauf qu'ils ne reviennent pas. Ils tombent amoureux, amoureuses d'un Français en France, et voilà, et ils ne reviennent pas. Et c'est comme ça que, au cours des décennies, cette population pied noir d'Algérie s'est peu à peu éteinte. Il en reste aujourd'hui quelques centaines, j'en ai rencontré un certain nombre, mais c'est une population qui, comme le garagiste M. Sachs de Bougie, et je vais conclure là-dessus, c'est une population qui est destinée à s'éteindre. Merci beaucoup. On peut passer aux questions. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous choquer à mon tour. Très bien. Heureusement que vous n'êtes pas fils, donc un petit-fils de pied noir. Je n'ai jamais eu, j'ai toujours été choquée moi-même par ce retour, ce tourisme donc pied noir, et par toutes ces larmes qui sont versées, par exemple à la télé. Moi, quand je regarde Enrico Macias, je me dis, je ne comprends pas son attitude, je ne comprends pas, voilà donc ces pieds noirs qui viennent pleurer au sujet de leur pays, du pays qu'ils ont perdu. Bon, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'informations sur leur comportement quand ils étaient là, mais je sais très bien que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été du côté des Algériens. Je vais vous dire, vous avez dit tout à l'heure, il y a des lieux donc où cohabitaient Français et Algériens. Moi, je viens d'un tout petit village qui était coupé en deux, le côté européen, le côté arabe. Jamais, monsieur, mes parents, mes oncles, mes tantes, mon grand-père n'a pu mettre les pieds du côté européen. On les appelait pour prendre les couffins, pour pousser la brouette. C'est tout quand il y avait. Mais on n'avait pas le droit. On a découvert le côté européen en 1962, voilà, quand ils étaient partis. Maintenant, je voudrais faire une remarque par rapport à notre malheur à nous. Vous avez dit tout à l'heure une phrase très importante. Les générations transmettent donc les traumatismes à celles qui viennent. En Algérie, on n'a pas réussi à transmettre ces traumatismes. Donc, il n'y a que ceux qui ont perdu un membre donc, de la famille, qui ont eu vraiment un malheur dans leur famille, qui en parlent encore, qui ont du respect pour cette révolution, qui ont du respect pour ces gens qui sont morts et tout, qui sont fiers de leur pays, comme je le suis aujourd'hui. Je n'ai jamais connu mon père, on n'a jamais eu de photo de lui, on ne sait pas quel est le nombre de disparus dans notre pays, voilà. Donc, moi, je suis très touchée, je suis très heureuse de voir votre titre, ni valise, ni cercueil. Voilà. Donc, je voulais vous dire, voilà, ce travail-là de traumatisme, de transmission de traumatisme, je crois qu'il n'est pas fait dans notre pays. Voilà, merci. Merci à vous. Bon, si vous permettez, moi je voudrais revenir sur mon départ des pieds noirs. Comme l'a dit, on a fait remarquer, madame, effectivement, tout dépendait des rapports sociaux. Parce que nous, quand on avait connu des pieds noirs, généralement, ils n'ont jamais sympathisé. Je ne parle pas, par exemple, des enseignants. Des enseignants, si on peut les considérer comme des pieds noirs, ils sont restés tout naturellement, sans problème, aucun problème. Ils sont restés. Ils étaient enseignés en début, par exemple, des années 60
58, peut-être les années 50, qui avaient voulu rester sans problème. Ils ne considèrent même pas comme pieds noirs, on ne les considère même pas comme des pieds noirs. Mais les colons, par exemple, on ne parle pas des colons, il y a d'autres qui n'ont jamais eu la moindre sympathie que pour les Algériens, c'était des indigènes. Il y avait le code d'indigénat, un indigène, c'est un indigène. Parler un peu du côté humain de ces gens qui sont restés. Donc pour beaucoup de ces gens qui sont restés, donc en enlevant les 5% de colons dont vous parliez, ces gens-là, ils n'avaient pour la plupart aucun autre choix. Ils n'avaient pas de pays de chance. Ils étaient pour beaucoup nés en Algérie. Ils étaient à la 3e, 4e génération en Algérie. C'était leur pays. En regardant avec le recul ce qui est arrivé, ceux qui sont partis, qui ont été parqués dans des camps de concentration, enfin pas des camps de concentration, mais dans des camps, ils n'ont pas eu non plus la belle vie en repartant d'ici. Voilà, donc ce côté-là, vous avez parlé des raisons pourquoi les gens sont restés. Moi, je ne sais pas, contrairement à ce que disait madame, nous avons vécu avec des gens qui sont restés ici, qui parlaient kabyle, qui vivaient avec des Kabyles, qui vivaient comme des Kabyles, entre les Kabyles, et qui sont morts ici. On ne les a jamais regardés autrement que des concitoyens. Voilà, merci. Je suis née à Al-Houma Karaman. Il y avait là-bas, ici à Béjaïa, qui était plein de juifs. Il y a même une synagogue. J'ai vécu ici à Béjaïa. C'était un immeuble de la famille au 21 rue du Vieillard, la maison Mezroud. Il y avait 2 étages de français, 3e étage c'était des Algériens, 4e étage il y avait Algériens-Français. On était très heureux, on s'entendait très bien avec des voisins juifs. C'est-à-dire que quand la voisine juive là arrivait, leur coutume pour distribuer la galette là, elle nous l'a donnée. Et dernièrement, j'ai trouvé dans l'internet une voisine française, mademoiselle Papalia Sylvain. J'ai retrouvé le 1er juin 2013. On s'était quitté en 1961. Moi, mon père a été muté sur Borges-Bois-Riche. Et elle était restée, elle ne s'est pas rappelée de moi, mais enfin, on continue à parler. Et elle m'a dit que à l'indépendance, il y avait un FLN qui avait dit à sa mère, vous pouvez rester, mais il n'y a aucune crainte. Elle a dit, mais on est parti, parce que d'autres sont partis, on est obligé d'aller avec eux. C'est pour ça qu'il y a ces 2 catégories. Mais je sais que dans les montagnes, il y avait des massacres dans les villages, comme la dame disait et tout ça. Et dans les villes aussi, quand il y avait l'OAS aussi, il y avait des massacres aussi dans les villes. Je me rappelle un peu de ça, j'habitais Bordeaux, j'entendais même parler de Béjaïa. Pour vous dire que le livre que vous avez fait est très intéressant, il est très bien pour la génération future, je vous félicite. À la fois dans cette poignée, ces dizaines ou 200, 300 pieds noirs qui ont pris les armes du côté du FLN, il y a le même pourcentage de juifs que à l'intérieur des pieds noirs. Et il y en a un notamment célèbre. Alors, vous avez tout à fait raison. Ok pour Henri Alleg, qui est le rédacteur en chef d'Alger Républicain. Et sinon, il y a un jeune juif de Ténès qui s'appelait, bon, je le cite dans mon livre, Bograssa, le nom d'origine d'Enrico Macias. Ranassia, ok. Donc, un jeune Ranassia de Ténès qui est monté au maquis. Il est devenu infirmier dans la Wilaya 4, je pense, donc c'est l'Algérois, sous les ordres du commandant Asdin. D'accord? Et le commandant Asdin, dans ses mémoires, on nous appelait Fellaga, parle de ce jeune Ranassia de Ténès en disant que il y avait des blessés, lui était l'infirmier de la Katiba, et il y a eu une attaque de l'armée française, et le jeune Ranassia n'a pas voulu abandonner ses camarades blessés, et il est mort sous les balles des soldats français. En 1962,
la nouvelle municipalité de Ténès a décidé d'honorer ses héros, comme ça s'est fait dans toutes les municipalités, et a inscrit, a donné le nom de Renacia à une des rues du centre-ville de Ténès. Hein, bon, en 63, c'est ce qui s'est fait dans toutes les villes d'Algérie. En 67, alors je précise, en 62, parmi les 200 000 qui sont restés, il y a aussi la même proportion de juifs. Hein, c'est 15%. 150 000 juifs sur 1 million, c'est 15%. Je parle sous l'autorité du professeur de mathématiques. Et donc sur les 200 000, il y a environ 30 000, 25 000, 30 000. Benjamin Stora cite ce chiffre de 25 000 à la fin de son livre Les Trois Exils. Il y a environ 25 000 juifs qui sont restés en Algérie. En 67, à 3000 km de l'Algérie, débutait ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Et des éléments du peuple algérien ont considéré qu'il fallait manifester dans les rues d'Algérie non seulement contre le gouvernement d'Israël, mais contre les Juifs en général. Et à Ténès, un groupe d'Algériens de Ténès ont dit « c'est un scandale qu'il y ait le nom d'un Juif qui soit sur une plaque de nos rues ». Et le nom de la rue, Renacia, a été arraché et a été changé. Cet épisode, je le raconte dans mon livre puisque j'ai retrouvé une famille juive de Ténès qui est restée après l'indépendance et qui est partie en 67. Donc, au début, dans les premières tractations, justement, il n'était pas question que les pieds noirs partent. Donc, c'est après, il y a eu l'intervention des militaires algériens qui étaient contre, parce qu'ils ont avancé comme argument les accointances qu'avaient les pieds noirs avec les membres de l'OAS. Ils disaient que c'était impossible d'accepter la présence des pieds noirs tant que, ils disaient à l'époque, une majorité avait des accointances avec l'OAS. Voilà à peu près c'est pas tellement une question, c'est plus une précision si vous voulez. Je trouve que vous n'avez pas abordé un aspect assez important qui explique le départ des pieds noirs par la suite en fait. Ceux qui sont restés donc dans les années 60, 70 et 80, même 90, c'est la dictature du pouvoir algérien. Même les Algériens voulaient partir face à un pouvoir dictatorial, donc vous ne l'avez pas cité comme un facteur, il me semble, qui expliquerait la fin de cette communauté, de ces 200 000 qui sont restés. Je cite des positions de certains leaders du FLN en 58, 59, 60 qui adressent publiquement dans les médias français des lettres aux Européens et aux Juifs d'Algérie en leur disant « on aura besoin de vous le moment venu, à l'indépendance, ne partez pas, arrêtez de vous faire manipuler par etc. Vous êtes des Algériens, vous aurez le droit d'être en Algérie et dans votre nouveau pays. » Et sinon, il y a un certain nombre de discours de Ben Bella, président à partir de septembre 62, qui régulièrement appelle les pieds noirs à rester. Okay. Et deuxièmement, la deuxième réflexion, c'est qu'il faut toujours avoir conscience qu'il y a ce que disent les dirigeants dans un pays, il y a les mots d'ordre des dirigeants et il y a le peuple. Et le peuple a une force d'inertie qui, souvent, et souvent heureusement, est plus forte que les mots d'ordre et les directives de leur gouvernement.
pour dire plus concrètement, il a pu y avoir à certains moments certains gouvernants algériens qui se disaient il vaut mieux essayer de pousser les Français dehors, mais le peuple algérien, lui, n'a pas poussé les Français dehors. C'est vrai que au temps de la colonisation française, dans ses bagages, le colonisateur a aussi apporté des enseignants qui étaient destinés principalement à enseigner aux Français d'Algérie et qui, par ricochet, en quelque sorte, ont aussi enseigné à des enfants algériens. Ceci dit, le chiffre est très clair. En 1962, la jeunesse pied-noir, les Français d'Algérie étaient scolarisés à 99% comme en métropole, et la jeunesse algérienne, en 1962, était scolarisée à 14%. En effet, je vous ai parlé d'un mouvement d'émigration lent, faible, mais ininterrompu, enfin régulier, on va dire, dans toutes les décennies qui ont suivi 62. Il y a cependant eu un pic au début des années 90 où un certain nombre de pieds-noirs restés en Algérie se sont sentis, à tort ou à raison, des cibles plus visibles, plus ciblées, vraiment. Et donc, ils ont eu très peur, on peut les comprendre. Bon. Et donc là, il y a eu un pic de départ. Cependant, il y a plein de pieds-noirs qui sont restés en Algérie, qui ont traversé ces années terribles dans leur quartier, entourés de leurs voisins, de leurs amis algériens, et qui, voilà, qui sont toujours vivants, etc., etc. Alors je vais défendre un peu mes pieds-noirs qui sont restés. Je ne vais pas dire, et je le pense sincèrement, qu'ils sont restés pour vivre mieux, en quelque sorte, de façon égoïste, pour vivre mieux. Hein. Vous avez dit, ceux qui sont restés, en fait, ils sont restés pour leur bien, et d'ailleurs, vous voyez que ceux qui sont partis, eh ben, ils sont pas, il n'y avait qu'une valise, à zéro, etc. Je modifierai légèrement le propos en disant que ceux qui sont restés, il y a un faisceau de raisons, mais c'est, bon, enfin, j'en parle, etc. Mais ils ont constaté, après coup, et d'ailleurs ceux qui sont partis ont fait le même constat, que en fait, eh bien, ceux qui sont restés ont eu une bien meilleure vie que ceux qui sont partis. Je dis ça globalement. Ensuite, il y a des gens qui sont partis qui ont eu une très belle vie, et il y a des gens qui sont restés qui ont eu une très mauvaise vie. Mais, je dirais, à la surprise générale, eh bien, ceux qui sont partis ont globalement, véritablement souffert, en tout cas dans les premières années. Ils ont souffert d'une perte matérielle de leurs biens, et ils ont souffert d'un traumatisme d'arrachement brutal à leur terre natale. Et ça, le film, alors qu'il y a plein de défauts idéologiques, mais qui garde un certain charme, je l'avouerai, Le coup de Sirocco, de Alexandre Arcadi, avec Marthe Villalonga et Roger Hanin, décrit très bien le traumatisme psychologique, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez bien de ce film, mais Roger Hanin, il erre dans les rues de Paris, il est cassé, c'est un homme moralement brisé dans le film. Et je pense que c'est très représentatif. Alors que, et alors là, ça c'est vraiment dans mon livre, ceux qui sont restés, ça a été des années passionnantes, des années extraordinaires. En plus, bon, ça c'est un point supplémentaire. Il faut bien se dire que quand les 800 000 qui sont partis, ou plutôt, pendant les 130 années de colonisation
ou soi-disant l'éducation pour tous, etc. Résultat des courses, à la fin des 130 années, 99% des cadres, 99% des techniciens supérieurs, 99% des médecins, 99% des infirmières, etc., c'était des pieds noirs. Ok ? Bon. Et donc, les 800 000 qui sont partis, ils ont laissé un vide dans les fonctions pour faire tourner un pays. Ça a été très dur. Et donc, ceux qui sont restés, eh ben, le mec qui était juste petit technicien, paf, on lui donne un poste d'ingénieur. Le type qui est... enfin, je dis pas que le type qui est infirmier, on le propulse docteur ou chirurgien. Bon, j'espère que ça ne s'est pas passé, mais il n'empêche que les pieds noirs qui sont restés ont eu des opportunités professionnelles absolument extraordinaires. Les enfants de pieds noirs, et donc je conclurai là-dessus, hein, en plus que c'est tout à fait intéressant, est-ce qu'ils partagent l'analyse de leurs parents? Et bien là, c'est sûr que mon livre a apporté vraiment quelque chose, je pense, de très précieux pour toute une génération d'enfants de pieds noirs. C'est cette génération, on va dire, qui est née soit juste avant l'indépendance, soit juste après, et donc qui, depuis 50 ans, vivent dans leur famille avec le récit familial, avec la douleur familiale, les traumatismes familiaux, et avec un seul récit, un seul angle de l'histoire. Et eux, bon, ils sont français, hein, ils ont grandi en France, etc. Bon, et ils ont pris un certain sens critique, et ils se disent, bon, attends, ce que me racontent mes parents depuis 50 ans, on était obligés de partir, c'était la valise au cercueil et tout. Bon, il y a des petits détails, je sens que ça ne tient pas complètement debout. Bon, mais déjà contester ses parents, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je sais que vous êtes tous très libérés de l'autorité parentale, c'est des gens qui souffrent. Et donc quand vous avez vos parents qui souffrent et qui vous racontent leur histoire en vous disant combien j'ai souffert, bon, c'est difficile de prendre du recul. Et là, il y a mon livre qui sort, et c'est sûr que dans le public qui a acheté mon livre, je pense qu'il y a une bonne partie de ces enfants de pieds noirs que j'ai rencontrés à toutes mes conférences et qui m'ont dit ce que je vous rapporte aujourd'hui et qui m'ont remercié de leur avoir apporté un outil solide, scientifique, pour se détacher du discours larmoyant et unilatéral de leurs parents.